Bon, je crois qu'on vous doit d'abord quelques mots d'explication. Vous avez été nombreux à téléphoner au cours de l'émission pour dire que l'image, pour dire surtout que le son vous paraissait difficile à entendre. Vous, comme nous rêvons tous d'une société dans laquelle des femmes, comme celle que vous venez d'entendre, puissent s'exprimer à visage ouvert, puissent s'exprimer à voix claire. Il se trouve qu'il en est autrement et que nous allons en débattre tout à l'heure. Deuxième élément important qui est notre post-scriptum, nous avons décidé, en tout cas producteur de Temps Présent, qu'un document de cette nature ne pouvait pas être diffusé comme ça et montré n'importe comment. Il en va de notre responsabilité de gens de programme. Et nous remercions les gens qui ont accepté, journalistes, médecins, juristes et représentants de mouvements de femmes, qui ont accepté maintenant d'en parler pendant près d'une heure avec nous, pour prolonger, pour analyser, pour essayer de comprendre ce qui était déjà dit avec un caractère aussi dramatique. Alors moi, j'aimerais que vous nous disiez, vous peut-être, votre première réaction à ce que vous venez de voir, à la forme que tout cela avait pris. Eh bien, cette émission de Daniel Carlin nous prouve que l'évocation de la violence absolue n'a pas besoin d'image et que ces témoignages-là nous ont dit tout ce qu'il y avait de violent indiciblement dans cet acte sur un ton parfois si apaisé ou plutôt fatigué. Mais ce que je voudrais dire, ce qui m'est apparu à travers cette émission et qui pour moi est au fond une sorte de révélation, c'est que, n'est-ce pas, ces témoignages de femmes posent le problème de la réparation, de la blessure, de la frayeur, une réparation que la justice ne leur apporte jamais, puisque dans tout le processus judiciaire, les femmes doivent revivre cela dans des conditions d'humiliation le plus souvent, puisqu'elles sont appelées à se justifier quelquefois d'avoir subi ce qu'elles ont subi. Or, la justice ne leur donne pas ça. Et la peine de prison qu'on prononce avec ou sans sursis n'est pas non plus une réparation. La castration qui a été demandée tout à l'heure par une des victimes n'est en aucun cas non plus une réparation, puisqu'elle n'empêcherait en aucune façon la violence. Alors, en entendant ces hommes s'exprimer, comme jamais je n'avais entendu un violeur s'exprimer devant une cour de justice, car jamais un accusé violeur, disons, n'est interrogé de cette manière-là, je me disais que peut-être la seule réparation qu'on pourrait offrir aux femmes qui ont été victimes d'un viol, c'est de pouvoir s'entretenir avec celui qui leur a fait subir cela, et d'établir une communication, puisqu'il n'y a jamais de communication dans le viol, je pense, c'est la négation de la femme, c'est l'anticommunication par excellence. Peut-être la femme, en entendant son violeur s'exprimer, pourrait tout à coup comprendre pourquoi il lui a fait ça à elle par hasard, mais pourquoi il est ainsi lui. Et voilà au fond un peu ce que m'inspire cette émission qui m'a beaucoup touchée. Madame Burgère. Oui, moi ce que j'aimerais dire, surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le ton avec lequel on a interrogé ces femmes. Et je dois dire que si dans les tribunaux on les interrogeait de cette façon-là, je crois que les choses se passeraient bien autrement. C'est tellement extraordinaire de les entendre parler avec cette pudeur et en même temps cette confiance qu'elles avaient en vous. Et là, moi qui les ai souvent entendues dans des cours d'assises, je me rends compte à quel point elles sont terrorisées, traumatisées par leur passage en justice et à quel point elles n'arrivent pas à s'exprimer juste. Là, on sent qu'elles disent les choses comme elles les ont vécues, de même que les violeurs. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, je trouve que sur le plan humain, ce que vous avez réalisé là est admirable. Est-ce que je voudrais vous poser la question, Oui. je ne sais pas qui pourrait y répondre. Ce qu'on peut craindre, c'est que finalement nous sommes entre personnes qui avons réfléchi à ce problème. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part certains disent quand même, continuent à dire et continueront à dire après l'émission, finalement elles l'ont bien mérité, certaines d'entre elles l'avaient cherché, il y a des conditions qui font que... Ça me paraît difficile après cette émission. Je ne crois pas. Enfin, la façon dont elles se sont expliquées, on comprend tellement bien comment ça s'est passé. Et ce drame, enfin ce drame qui existe aussi pour le violeur, parce qu'enfin pourquoi est-ce qu'il est pris de pulsions de ce genre? Peut-être que c'est au docteur Abraham qu'il faudra demander la réponse. Mais moi je ne vois pas du tout qu'on puisse... Moi ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les femmes sont culpabilisées, à quel point elles ne devraient pas l'être. Elles le sont, mais est-ce qu'elles ne le sont pas surtout par leur entourage? Est-ce que c'est pas souvent les réactions de la famille et même peut-être du mari, moi j'ai vu ça dans certains cas,
où le mari prenait très très mal le fait que sa femme avait été violée. Est-ce que c'est pas surtout ça qui les culpabilise? Je pense qu'on pourrait peut-être venir sur ce thème-là, qui est le thème d'abord de l'entourage, qui Oui. fait que cette émission a été diffusée dans C'est ces ça. conditions. Oui. Je veux dire, extrêmement difficile pour le téléspectateur, il Tout faut le à fait, reconnaître. tout à Puis fait. je voudrais juste dire au passage Oui. aussi que nos techniciens ont fait preuve de beaucoup d'astuces et ont cherché toutes les formules qui permettent le mieux d'entendre et le mieux de voir. Ils Oui. étaient à la limite. Vraiment. Je crois que M. Grandjean voulait dire quelque chose. Merci. Oui, je crois, Madame Burgère, pour répondre à votre question, qu'il est regrettable de constater, nous le constatons nous qui sommes des pratiquants de la justice tous les jours, de constater qu'au fond, un certain nombre de femmes qui ont subi certaines agressions sexuelles ou autres hésitent à en parler, hésitent à déposer plainte, hésitent au fond à venir vers nous qui sommes chargés, nous, de retransmettre ces choses devant un jury composé d'hommes et de femmes pris dans le peuple, comme chacun sait ici. Et au fond, certaines femmes hésitent à venir nous expliquer, à venir nous dire tout simplement ce qui s'est passé. Et je me souviens quand j'étais substitut, j'ai eu affaire à des femmes qui avaient subi ce genre de choses et qui au fond se trouvaient tout étonnées de se trouver en face de quelqu'un qui leur disait, mais enfin, dites-nous ce qui s'est passé. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de... Dites-nous simplement. C'est un crime, c'est prévu par le Code pénal, c'est l'article 187. Dites-nous ce qui s'est passé. Personne ne nous croira. Voilà ce qu'on nous répondait. Personne ne nous croira. Et puis, en effet, j'ai vécu certains cas où des femmes se sont présentées à des postes de police, enfin, Maître Vimich pourra le dire aussi, où les gendarmes qui font leur travail, très bien du reste, hésitaient, simplement parce que c'est des choses qui ne sont pas assez sues. Et ce film, je ne sais pas dans quelle mesure il peut apporter un témoignage, mais c'est des choses qui ne sont pas assez sues. Et nous savons qu'à Genève, un certain nombre de femmes, comme dans toutes les grandes villes, se font violer chaque jour. Simplement que sur le nombre de poursuites pénales dont nous sommes saisis, il y a un très petit nombre qui passe la rampe. Bon, je crois que Daniel Carlin voulait apporter une précision et ensuite Mademoiselle Morvan. Oui, moi j'ai été très frappé par ce qu'a dit Myriam Meuvely, parce qu'il me semble que vous avez raison quand vous posez à côté du problème de la réparation, le problème de se dire, au fond, en quelque sorte. C'est vrai que c'est un dommage. Moi, j'ai rencontré à peu près 45 femmes violées, n'est-ce pas, ici, à Genève ou dans les cantons francophones. C'est un dommage absolument irréparable. Il est bien clair qu'une femme à qui une telle souffrance est arrivée ne l'oubliera jamais. Mais il me semble que ce qui est vrai pour tous les êtres humains, depuis l'enfant qui a besoin de confier son chagrin, et pour qui c'est absolument fondamental de pouvoir parler de ce dont il souffre, c'est vrai aussi pour les femmes qui ont été violées. Et vous avez raison, ce qui me semble le plus terrible, c'est qu'elles ne peuvent pas parler. La moitié du temps, elles ne peuvent pas parler à leur mari ou à leurs amis. Elles ne peuvent pas parler, ou très difficilement souvent, à la justice, parce que je crois que l'anecdote qui est racontée, ou les anecdotes qui sont racontées sur les interrogatoires des policiers sont malheureusement assez fréquentes en Suisse, en France ou ailleurs, et que ça n'est pas un hasard. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur le fait que toutes ces femmes nous ont demandé, surtout je ne veux pas être reconnue, ça dit assez clairement qu'elles ne pourront jamais en parler à personne. Et je crois qu'en tout cas, vous avez raison, une des conditions pour qu'elles s'en sortent, c'est qu'elles puissent en parler. C'est vrai que ça pose un problème terrible. Mademoiselle Morvan. Oui, monsieur parlait de l'hésitation qu'ont les femmes à déposer plainte et à dénoncer les cas. Mais il me semble qu'il y a à cela deux réponses. La crainte et la gêne. La gêne, parce que, comme disait monsieur Carlin, il faudra raconter toute une histoire devant la police, devant un juge d'instruction, et puis ensuite devant un tribunal. Et puis la crainte, parce qu'il me semble que les femmes savent ou sentent instinctivement que le personnage central du procès, ce n'est finalement pas le violeur, mais c'est elle. Oui, la femme violée. Parce que le viol est le seul crime, finalement, un des rares crimes, où le caractère de la victime est déterminant. Et la femme violée sait qu'elle devra prouver, d'une part, que son agresseur était coupable, et d'autre part, qu'elle était innocente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas menti, qu'elle n'a pas essayé de provoquer l'acte, qu'elle n'a pas été consentante, que dans le cas où elle connaissait le violeur, elle n'a pas changé d'avis après coup,
Et c'est là qu'est le problème. Maître Varluzel, vous vouliez aussi intervenir. Et Oui, puis je crois que ce que dit Madame est tout à fait vrai, dans la mesure où la plupart des débats sont monopolisés par l'apport de la preuve, puisque la femme qui se porte partie civile doit effectivement prouver ce qui s'est passé. Et là, lorsqu'on voit le film, on est frappé par la profondeur avec laquelle l'interrogatoire ou l'interview est menée. Et c'est quelque chose qui se passe jamais lors d'un débat judiciaire, parce que la plupart du débat, la plupart de l'instruction est tout simplement monopolisée par l'apport de la preuve. Et je crois que ce que la femme ressent à juste titre comme tout à fait frustrant, c'est de devoir se justifier une seconde fois, après ce qu'elle a subi, si elle l'a subi, et de devoir vraiment faire du détail, parce que parfois ça va très loin. Les juges, à bon droit, il faut le dire, parce que l'inculpé a tout de même le droit d'être défendu, exigent force détail, comme les policiers l'ont exigé avant. Il faut en parler à la police, à l'instruction, et une nouvelle fois au cours des débats. Et je crois que c'est un itinéraire qui est très difficile à suivre. Oui, je crois qu'il faut préciser qu'il y a toujours deux niveaux. Il y a le niveau que vous évoquez maintenant parce que c'est votre métier, qui est le niveau de justice, et il y a le niveau de société, qui fait qu'en sorte, ce soir, ça se présentait aussi comme ça. Je veux dire que finalement, la difficulté d'en parler devant des juges, c'est une chose. La difficulté d'essayer de l'expliquer à d'autres gens qui vivent ordinairement à côté de vous en est une autre. Enfin, je crois que c'était un des sens des interventions qu'on a cru comprendre ce soir. Catherine Augère, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce qui m'apparaît, c'est que, à supposer même que la femme puisse faire la preuve, elle n'aura aucune réparation. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se donnerait encore ce traumatisme supplémentaire? En les rencontrant, ces femmes, moi j'ai eu très nettement le sentiment que si ça m'était arrivé à moi, jamais, au grand jamais, je déposerais plainte pour cela. Et la seule réparation possible, eh bien, c'est probablement, sinon pour les femmes réellement violées, pour celles qui se sont posées la question comme ça, c'est probablement une émission comme celle qu'on vient d'entendre là, parce qu'on donne à entendre le combat de l'interviewé avec lui-même. Oui, je vous en prie. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je pense que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, à Genève, donc, un comité contre le viol s'est créé. Il s'est créé, je pense que vous le savez, à partir de l'affaire de Prénaville, qui était une affaire qui a fait la une des journaux, puisque c'était un viol collectif contre deux femmes, dans des circonstances absolument épouvantables. Une bande de gars qui, après avoir saccagé un immeuble, ont traversé la ville pour aller en saccager un deuxième et ont trouvé deux femmes et les ont violées à plusieurs reprises. Et là, c'est vrai, elles ont déposé plainte. Elles se sont, elles aussi, trouvées dans les méandres de la justice, les difficultés. D'ailleurs, je soulignerai quand même le laxisme et, pour pas aller plus loin, de la justice et de l'appareil policier. Je rappelle que pour qu'il soit tenté quelque chose contre la bande qui a agressé Prénaville, il a fallu une conférence de presse. Avant, rien n'y faisait. Et on le retrouve, ce laxisme, au niveau de la justice. Au bout d'une semaine, la majorité de cette bande était donc relâchée. Il reste deux accusés parce que les pauvres, ils ont avoué et vont payer certainement pour toute la bande. Alors à partir de là, c'est vrai qu'un certain nombre de femmes déçues ou se rendant compte en fait des difficultés et de l'impasse dans laquelle on se trouve, en se disant est-ce qu'on obtient quelque chose en intervenant qu'au niveau judiciaire, ont estimé nécessaire de se retrouver dans un comité qui permette aux femmes, par exemple, de trouver une aide dans les démarches qu'elles entreprendraient, mais aussi un endroit où elles peuvent venir parler. Ce qui est quand même quelque chose de très important, parce que c'est vrai que ce silence qui est systématiquement fait autour des affaires de viol, ce n'est pas un hasard. Le viol, c'est pas vrai que c'est l'effet de maniaque ou de désaccès ou je sais pas quoi, qu'on essaye toujours de catégoriser comme ça. C'est pas des pulsions qui subissent comme ça. Il existe une société qui a une forme d'éducation, qui a une forme de conception des rapports sociaux, et en particulier des rapports hommes-femmes. Et je pense que le viol est certainement un aboutissement aussi de cette conception des rapports sociaux. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que la société veut, loin de là. Au contraire, je pense que les violeurs dépassent les normes. Mais en fait, je crois que le mal, il est déjà bien avant. Il est dans l'éducation qu'on a, il est dans la publicité, il est dans toute une série d'interventions en fait extérieures. Et pour ça, c'est vrai qu'une femme violée, elle ne va pas le crier sur les toits. Docteur Vignon, je crois que vous vouliez aussi intervenir à la suite de ce que... Oui, j'avais envie de dire que, à propos de la première, Lucienne, qui a bien précisé que
à propos de toutes les questions sexuelles dans sa famille, jamais on en parlait. On essaye à l'école, dans les leçons que nous, les discussions que nous avons avec les élèves, d'apporter un langage, parce qu'évidemment, ça pose aussi ce problème, justement, du fait que pendant longtemps, on n'en a pas parlé, et cependant, il y avait tout de même un langage. Il y a le langage judiciaire, il y a le langage médical, il y a le langage grivois, le langage de corps de garde, et celui-là, on n'ose pas. Il n'y a pas un langage commun. Alors, les gens sont toujours très empruntés pour parler de sexualité, et lorsqu'on a un langage à disposition, on peut commencer d'un peu maîtriser ses émotions, alors que se trouver devant des interrogateurs, des juges, des policiers, avec des mots inadéquats, des mots peut-être grivois ou malséants, ceux qui viennent, ceux qu'elles ont vécu, qu'elles ont entendus, si elles se sont fait traiter de salopes, etc. Et alors, ce langage qu'on n'aimait pas entendre, qu'on n'aime pas entendre, parce qu'il est justement toujours très violent, eh bien, on cherche, lorsqu'on parle dans les classes, à faire communiquer justement les garçons et les filles. Et lorsqu'il y avait Victor qui parlait, j'avais l'impression, lorsqu'il parlait de cette violence, de ces claques, en fait, qu'il était un homme, et ce qu'il décrivait sur son rôle, le rôle d'homme tel qu'il le concevait, eh bien, c'est des choses que j'entends volontiers dans les classes. Et alors, s'établit un discours entre les garçons et les filles, ou le garçon qui est comme ça et qui souvent est très malheureux, et comme on l'a dit, et comme ces messieurs l'ont dit, ils ont reçu, eux, ils ont été éduqués à la violence, ils ont vécu dans un climat de violence. Et alors, on peut voir dans des heures, dans les classes, des discours qui se font entre des élèves qui parlent justement du viol, parce qu'on en parle assez souvent avec des gens de 14-15 ans. Lorsqu'il y a eu une affaire, et que la presse en a parlé, dans les classes, il y a des répercussions, et l'inquiétude existe. Et alors là, lorsqu'on apporte, j'ai le sentiment, lorsqu'on apporte un langage, une communication meilleure peut s'établir, et que c'est une bonne chose dans ce sens que de le faire. Je crois que Daniel Carlin va vous répondre. Il me semble, n'est-ce pas, faisant cette émission, comme ça, on s'est demandé à plusieurs reprises, et en particulier avec cette femme qui a beaucoup souffert et qui souffre encore beaucoup, et qui dit, bon, il faut le castrer puisqu'on ne peut pas lui couper la tête, mais on s'est demandé en même temps, mais quelle réponse donner? Et en tout cas, une des réponses qu'il nous semblait pouvoir donner, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, c'était celle d'une éducation sexuelle réelle, et qui ne traite pas de la sexualité comme quelque chose de mécanique comme ça. Parce qu'il me semble qu'un des grands problèmes pour arriver à faire discuter du viol et en faire discuter dans le peuple, parmi les gens, c'est qu'une tendance générale, c'est de réduire le viol à quelque chose de complètement mécanique comme ça, de décrire le violeur en gros comme un taureau en rut. Alors on dit, j'ai le souvenir de quelques articles dans la presse, le monstre du marché rue, le sadique des palinges, et on vous décrit une espèce d'animal avec une érection formidable et qui se précipite sur la première femme venue comme s'il n'était qu'un animal. Or je crois que c'est une manière absolue de ne pas parler du viol et de ne pas faire réfléchir les gens au viol. C'est une histoire humaine, comme toute sexualité est une histoire humaine, et vous avez raison de dire que c'est très vite qu'il faudrait essayer d'en parler comme cela. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait deux avocats ici qui ont défendu, plusieurs d'ailleurs, qui ont défendu soit des violés, soit des violeurs, soit les deux au cours de leur carrière. Réaction, vous avez vu deux personnages qui peuvent apparaître comme caricaturaux. Est-ce qu'ils correspondent aux gens que vous avez connus? Maître Mudry. Oui, le client que j'ai défendu l'année passée correspond parfaitement aux violeurs qui nous ont été montrés. Il y avait chez mon client une détermination folle dans la violence qu'on a retrouvée dans les témoignages des femmes. Il y avait de la gentillesse après, ce qui est quand même assez étonnant. Il y avait un aspect de la femme, de la beauté, qui n'importait pas du tout. Et je crois peut-être que le reportage ne le montrait pas puisqu'on n'a pas vu ces femmes. Mais pour le violeur, du moment qu'il a décidé de violer, il s'en fiche complètement de savoir si la femme est petite ou grande, belle ou laide. Cela lui est égal. Et puis, par rapport à mon client, j'ai aussi remarqué un problème, c'est qu'il avait eu des difficultés avec son père. Il avait, avec son père, des difficultés, il n'y avait pas eu de dialogue avec son père. Mon client était un homme dont le père aurait pu être le grand-père, et on l'a retrouvé là,
aujourd'hui dans certains clients qui parlaient de leur père comme s'ils ne l'avaient pas tellement connu, alors que d'autres se retrouvaient beaucoup dans leur mère. Même un vivait avec une femme qui aurait pu avoir l'âge de sa mère. Donc Cela en fait, m'a- vous rejoignez un peu la démarche de Daniel absolument. Carlin. J'aimerais que Maître Critin donne encore aussi son impression là-dessus, c'est vous. Oui, je voudrais tout d'abord faire un petit préambule en disant que je crois que nous avons fait au cours de ce voyage dans l'épouvante une sorte d'introspection dans l'épouvantable. Et seules, je crois, les femmes peuvent en témoigner d'une façon juste, d'une façon totalement émotive. Les seuls mots que nous pouvons utiliser, nous, comme hommes, sont des mots d'explication sans pouvoir exprimer très totalement la souffrance indicible que peut subir une femme lors d'un viol. C'est pour ça que je pense que les expressions que nous pouvons utiliser, nous, mâles de l'émission, ne peuvent que représenter qu'imparfaitement l'approche d'un problème dont les femmes sont seules, je crois, les véritables victimes. D'autre part, je crois qu'on voit que par rapport aux quelques cas qui ont été mentionnés dans cette émission, que nous connaissons finalement qu'une infime partie des viols qui sont réalisés chaque jour, soit dans les grandes villes, soit également dans les campagnes. Et dès lors, je crois qu'un problème se pose, c'est de savoir si chaque cas pris individuellement est un cas différent ou s'il ne pose pas un problème en réalité, un problème politique, de savoir si une éducation totale et définitivement mal faite dans notre pays, dans nos sociétés industrialisées depuis plusieurs années, et s'il n'y a pas des moyens maintenant de changer un petit peu la vapeur. Je vois que, et j'étais très heureux que Mme Mevly nous dise tout à l'heure, la première réaction qu'elle a eue au film, c'était une réaction d'amour. Eh bien, je crois que c'est effectivement dans cette perspective qu'une nouvelle société peut peut-être prendre forme. Et alors ça se passe sous forme d'une éducation qui doit être changée. Il s'agit d'arrêter de faire maintenant des petits mecs qui avec leur biscotto, réussissent toujours à casser la figure à leurs petites copines et à leurs petites sœurs. Il s'agit de rétablir une égalité qui n'existe pas dans l'éducation actuelle. Je crois qu'il y a aussi des mesures assez pratiques qu'on peut prendre immédiatement et qui ne coûteraient peut-être pas grand-chose à cette société qui laisse de côté un peu les violés. C'est des structures d'accueil pour les personnes violées. Mesdames parlaient tout à l'heure de certaines associations de femmes qui se sont formées quelque part. Je pense que les pouvoirs publics eux-mêmes devraient se rendre compte de ce problème et créer ces structures d'accueil, spécialement avec des assistances de police qui soient des assistantes féminines et non pas des hommes dont on peut, par leur éducation, prévoir que les questions qu'ils peuvent poser seront des questions maladroites. Je crois qu'il y a plusieurs réactions à votre intervention. Il y a d'abord Myriam Mevly, il y a Corinne Chaponnière, il y a Maître Vimich. Moi, je me demandais si, au fond, le problème du viol est tellement un problème nouveau. On a violé depuis toujours. Simplement, ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est qu'on en parle. Et enfin, les femmes ont été violées dans les campagnes. Simplement, il n'y avait pas de commissariat de police pour se plaindre. Et puis, simplement, on trouvait que la fille grossissait tout à coup au bout du compte dans le village et que ça n'était pas le Saint-Esprit. Elle racontait peut-être qu'elle était violée ou elle l'avait été. Et puis voilà, c'était ainsi. C'était absorbé comme une sorte de phénomène, peut-être une manifestation de rapports violents très, très ouverts. Maintenant, on parle de cela aussi au moment où le bien juridiquement protégé qui est justement, qui n'est pas du tout la femme, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas, à travers le viol ou la répression du viol, on ne cherche pas du tout, je ne crois pas vraiment qu'on cherche à protéger la femme, on cherche à protéger son ventre, n'est-ce pas? Son ventre qui pourrait être tout à coup porteur d'un fœtus qui n'aurait pas été désiré et qui aurait été posé là par un passant à travers un acte de violence. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le viol devient un problème dont on parle au moment où la contraception est très répandue, où l'interruption de la grossesse est possible. Et c'est maintenant que se pose le problème effectivement de la dignité, de la liberté de la femme qui doit s'affirmer contre le viol. Mais cela, me semble-t-il, n'est pas encore vécu dans les tribunaux, n'est pas vécu dans la société comme
comme le vrai problème. On continue encore, et alors c'est là que je voudrais quand même dire 2 mots aux avocats, c'est qu'ils passent, à mon sens, trop aisément d'un côté ou de l'autre de la barre. N'est-ce pas? Les mêmes avocats, un jour défendront un violeur, le lendemain représenteront une violée, et ils contribuent, ce faisant, me semble-t-il, à perpétuer cette image complètement faussée des rapports entre les hommes et les femmes. La femme aguichante, l'homme troublé et dominé par ses pulsions. Alors une réaction immédiate. D'abord on mettra le Perrin et ensuite on passera, excusez-moi mesdames, je crois que là vous êtes... non, je voudrais dire une ou deux choses, si vous me le permettez, avant de répondre à Mme Meuvely. D'abord, je voudrais moi aussi m'associer à l'hommage qui a été rendu jusqu'ici au témoignage enregistré par Daniel Carlin, parce que c'est très remarquable, et que je ne suis même pas sûr que tous les avocats aient eu, soit qu'ils aient représenté des parties civiles violées, soit qu'ils aient représenté des violeurs, la possibilité de créer un contact aussi intime avec leurs propres clients que M. Carlin a su le faire. Je crois aussi que ce genre de débats sont plus près des réponses qu'on peut espérer donner à la problématique du viol ou de la violence que beaucoup d'autres solutions qu'on puisse envisager. Pour en revenir au problème plus spécifique de la justice, il y a au moins 2 choses à en dire. D'abord, c'est que la justice, par définition, dès lors qu'elle est un monopole d'État, et qu'elle inflige des peines qui sont des peines de prison, voire des peines de mort selon les pays, est toujours inadéquate. Pas seulement dans les affaires de viol. Prenez l'exemple de la famille d'une victime d'un assassinat. Comment voulez-vous que cette famille qui a perdu un être cher soit satisfaite par une punition qui sera peut-être très lourde à vivre par le tueur, mais qui, de son point de vue, ne ressuscitera pas la victime? Même si vous prenez des cas banaux d'accident de la route, sans mort d'homme, avec des lésions corporelles irréversibles, en quoi est-ce que la justice, qui infligera une sanction sévère ou légère, restaurera quelque chose à la dignité ou à l'intégrité perdue? C'est exclu. Et dans le viol, c'est tout aussi exclu que dans le reste. Alors, une des choses qui m'ont frappé à l'occasion d'une ou 2 affaires auxquelles j'ai pu participer, c'est de constater d'une part qu'aujourd'hui les femmes se déclarent plus volontiers, ont moins peur, et je pense que votre émission contribuera à ce que ça aille de l'avant, qu'elles n'avaient jusqu'ici, et qu'elles s'expriment et qu'elles racontent ce dont elles ont été victimes. Ce qui est nouveau et qui est un bienfait, je crois, pour la société, parce que c'est éducatif, et je crois que le docteur Bugnon le disait à juste titre. Mais la justice, c'est le lieu où l'on statue sur le sort d'un homme, toujours puisqu'il s'agit de violeur. Et cet homme, dans le cadre de la justice, doit être défendu avec les moyens qui sont ceux que la procédure lui offre. Et il n'est pas concevable, à mon sens, que le tribunal devienne le lieu où l'événement politique se fait. Ce n'est pas au tribunal, fût-il composé de jurys très vindicatifs si ça arrive, de faire la loi autrement qu'elle n'est faite. Il n'y aura pas de castration, il n'y aura pas de peine de mort, il y aura l'application de la loi, et seulement l'application de la loi. Quant aux avocats, ils ont évidemment à choisir un rôle, mais ils n'ont pas à se figer dans leur rôle. La femme violée doit pouvoir s'exprimer, l'avocat est son porte-parole, et puis si l'avocat doit s'exprimer pour l'un ou l'autre des violeurs, il le fera peut-être plus facilement quand il s'agit d'un gentil garçon, comme le 2e violeur qu'on a vu, que lorsqu'il s'agit d'une brute qui affirme sa brutalité. Mais dans les 2 cas, il y a quelque chose à dire, et l'avocat ne doit jamais se retrancher derrière une espèce de vertu qui serait son masque. Il est là pour parler au nom de chacun, et je crois que c'est essentiel. Si vous permettez, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient intervenir. Corinne Chaponnière, peut-être, et ensuite Maître Oui, je voudrais revenir sur, c'est pas tellement loin de ce dont vous venez de parler, sur l'enjeu réel que peut comporter la condamnation d'un viol. Parce qu'il y a 4 choses, il y a trois témoignages qui m'ont frappé dans le film qu'on vient de voir. C'est Pierre André, qui disait qu'il préférait être avec des personnes âgées parce qu'il se sentait plus tranquille, et qu'avec les jeunes, elles veulent toujours sortir et elles veulent toujours se montrer. Ça, c'était une des affirmations. Ensuite, Victor disait qu'il y avait beaucoup trop de femmes dans la rue et qu'elles n'étaient pas à leur place, qu'elles n'étaient pas là où elles devaient être. Alors, et ensuite même, la mère de l'accusé a fait référence à ses nombreuses absences et à son divorce et au fait qu'elle retrouvait son fils en larmes quand elle revenait d'une absence. Alors, ce qui me frappe, c'est que l'enjeu de la condamnation du viol, c'est bien sûr un acte qui a été fait par un individu sur un autre individu, mais je crois que c'est aussi le support de toute une idéologie, le support en tout cas de l'enfermement des femmes, disons, parce que le viol est toujours présent sous forme de menace, sous forme latente ou sous forme réelle dans la vie d'une femme. Et du coup, il devient une sorte de sanction à l'effraction que peut être le fait même de sortir de chez soi. C'est-à-dire que
s'il y a un viol qui s'est passé il y a peu de temps dans son quartier ou dans sa ville, la menace devient tout à fait réelle pour les femmes. Et c'est comme si elles commettaient une effraction, c'est comme si le prix à payer de vouloir sortir de chez elles, de vouloir se promener seule, de vouloir éventuellement rentrer après 8 heures du soir chez elles, le prix à payer, c'était cette menace constante de viol. Et en cela, je crois que l'enjeu de la condamnation des viols, c'est bien plus important qu'un simple rapport d'individu à individu. Maître Vimic, vous vouliez ajouter quelque chose? D'autre part, en ce qui concerne la justice, donc j'aimerais revenir sur ce problème pour répondre à Maître Alperin, et du reste, ça va un peu dans le sens de la continuation de ce que vient de dire Corinne Chaponnière. Effectivement, la justice n'est pas neutre, et l'appareil judiciaire non plus n'est pas neutre. Ça, je crois qu'il faut le savoir. L'appareil judiciaire, effectivement, traite différemment ses justiciables. Il n'y a pas un traitement égal. Cela me semble clair. Or, ce qu'il y a en somme d'extrêmement grave dans le cas des femmes violées, c'est qu'effectivement, il s'agit du seul crime pour lequel la victime immédiatement donc, se trouve en position d'accusé, on l'a dit. Elle doit rapporter la preuve de ce qui s'est passé et bien souvent répondre à des questions qui sont effectivement extrêmement pénibles et qui tendent en somme à jeter le discrédit sur sa personne et à lui faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé, ceci pour différentes raisons, mais je crois que le temps de parole étant limité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça me semble un point extrêmement important. Alors que dans d'autres genres d'affaires, par exemple les affaires de vol, les affaires d'atteinte à la propriété en général, eh bien la victime, qu'elle se porte partie civile ou non, sera rarement questionnée. On mettra rarement en doute ses déclarations. Une personne qui déclare « j'ai été volée » ou « j'ai été agressée, on m'a pris mon sac ou mon porte-monnaie », eh bien jamais on la mettra d'emblée dans cette situation où on lui demandera d'abord de se justifier. Et c'est ça qui crée la culpabilité aussi, qui renforce. Il y a plusieurs réactions à votre intervention, je crois qu'on va aller assez vite. Il y a Daniel Carlin, il y a Maître Grandjean, et ensuite j'aimerais que le professeur Abraham s'exprime. Enfin, on va... À toi. Oui, je voulais aller un tout petit peu au-delà, n'est-ce pas, quand vous parliez de l'enjeu, qui est effectivement la position des femmes dans la société, leur liberté, le fait qu'elles puissent continuer le mouvement en avant qui est le leur à l'heure actuelle. Je crois qu'on peut même élargir cela en se disant que on aura les sondages, on aura les indices d'écoute d'ici 2-3 semaines. Il y a fort à parier qu'il y a eu un public beaucoup plus important ce soir, pourtant présent que d'habitude, parce qu'il y avait le viol en manchette quelque part. Il faut rappeler que des livres comme SAS, par exemple, livres policiers, qui sont des histoires de viol continues, et des passionnés appels au viol, où là, en plus, les femmes y éprouvent un plaisir absolument indicible. C'est des bouquins qui sont les grands best-sellers dans des pays comme la France ou comme le vôtre. Je crois qu'il faut souligner ça. Et il me semble, n'est-ce pas, juste un mot, je vais vous raconter une histoire que je raconterai brièvement. Quand Maître Alperin disait tout à l'heure, la justice ne peut pas castrer, c'est pas si sûr. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui relancera un peu le débat comme ça, mais parce que je ne voudrais pas la laisser sous silence. J'ai rencontré un homme en Valais qui avait d'abord accepté de témoigner et puis qui ensuite, sous la pression de sa famille adoptive, s'est récusé. Mais je vais vous raconter son histoire quand même parce qu'elle s'est passée en Suisse, à Berne, en 1980 et que je crois que ça vaut le coup d'être mentionné. Cet homme est ce qu'on appelle un simple. C'était un homme d'une quarantaine d'années, en France on l'appellerait débile moyen. Bon, c'est un enfant orphelin, adopté pas exactement, on lui a fait faire les travaux des champs à partir de 8-9 ans. Et puis, quand il a eu 16-17 ans, il a commencé à avoir quelques aberrations sexuelles, c'est-à-dire qu'il se faisait masturber par des petits garçons entre 13 et 16 ans, et toujours sans violence. Alors, il a été condamné une fois à 2 mois, puis une fois à 6 mois, et puis une fois à 2 ans. Et puis, lors de sa dernière affaire, on lui avait en plus enlevé son uniforme militaire, lors de sa dernière affaire, le juge l'a vivement incité. Il lui a dit, en gros, il vaudrait mieux qu'il y ait une solution radicale, parce que sinon, la prochaine fois, c'est pour 5 ans que tu te retrouveras, ou pour 10 ans. Alors, le mieux, c'est une opération. Et l'homme en question est allé voir son médecin, à qui il a dit qu'il était d'accord. Son médecin l'a adressé à une clinique spécialisée, une clinique de chirurgie à Berne, et il s'est réveillé. Il n'a même pas rencontré le chirurgien. Il s'est réveillé le lendemain matin, il était castré. Et son avocat m'a confirmé qu'il s'agit effectivement d'une castration chirurgicale à Berne en 1980. Alors je crois que je voulais raconter cette histoire parce qu'elle me semble importante quand même par rapport à la suite
Et c'est certainement pas la manière de régler ou de poser la question de l'enjeu dont vous parliez tout à l'heure. Bon, Daniel Carlin, je crois qu'il y a encore des gens qui ne se sont pas exprimés. Professeur Abraham, d'abord, vous venez d'entendre le témoignage de Daniel Carlin. Comment est-ce que vous réagissez? Vous réagissez aussi aux autres témoignages? Oui, c'est-à-dire que si je me pose moi-même la question du viol et du violeur, bien sûr en me servant des observations que j'ai pu faire, des considérations que j'ai pu élaborer, bon, chaque violeur a une histoire et on est peut-être trop tenté de trouver dans cette histoire, ce problème d'enfance, la solution du problème. Je crois que les histoires sont trop différentes. Il n'y a pas de dénominateur commun entre toutes ces histoires qui sont justement trop différentes. Mais alors par contre, je dirais qu'un dénominateur, je le trouverai dans une perspective plus culturelle. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a par exemple deux concepts qui ont été soutenus, ressoutenus et confirmés. L'un par exemple que l'homme serait, disons, pourvu de pulsions tellement irrésistibles que quand un seuil donné d'excitation est dépassé, il doit absolument assouvir ses pulsions, autrement il pourrait même à la limite devenir un criminel. Et l'autre notion, c'est que l'homme est plus fort, sexuellement plus fort, il est dominateur, il doit montrer, son rôle lui impose de montrer cette domination. Or, l'histoire des impulsions irrésistibles n'est pas vraie. La sexologie moderne montre qu'elle n'est pas vraie. Et quant à la supériorité sexuelle de l'homme, comme vous le savez, elle est mise en cause, même on parle d'une supériorité sexuelle de la femme. Donc, je veux dire par là que, premièrement, nous tous, hélas, si on se laissait prendre par ces idées, par ces préjugés, on pourrait devenir tous des violeurs, enfin, si le climat est créé. Et que d'autre part, je crois que, bien sûr, la femme est la première victime. Moi, je ne crois pas du tout à la complicité des femmes dans les viols. Mais de quelque façon, le violeur est aussi la deuxième victime, c'est-à-dire la victime de ce rôle qu'on lui impose et qui souvent il mène jusqu'au bout. Or, il paye quoi, lui, ce rôle secondaire de victime? Il le paye avec le manque de plaisir, parce que vous avez vu même par les témoignages, bon, la sexualité qui se déploie dans ces viols est vraiment misérable, c'est-à-dire que il le paye au prix du plaisir érotique proprement dit, puisque le plaisir, ça se fait justement, se construit avec le consentement d'un partenaire, etc. Donc, il faudrait pouvoir arriver à une éducation plus valable qui montre que le violeur est aussi perdant. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au même concept. Finalement, le viol, c'est un crime contre l'amour, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas exprimés, que j'aimerais bien entendre aussi. Par exemple, Madame Ingignoli, qu'est-ce que vous avez fait une enquête là sur le viol? Vous venez d'entendre différentes positions par rapport à ça. Comment est-ce que vous situez? Par rapport à l'éducation, moi, quand j'entends parler d'éducation, M. Bugnon, je trouve très bien. Mais quand je regarde ce qui s'est passé à Berne dernièrement, quand l'armée a utilisé comme cible une silhouette de femme nue. Et puis il y a une organisation de femmes, l'OFRA, qui s'est constituée et qui a déposé une plainte. Par résultat, sa plainte n'a pas été reçue, a été déclarée comme irrecevable. Cette organisation n'était pas représentative. Et puis elles ont été condamnées à 1 200 francs de frais de justice. Alors moi, je me dis que quand une institution comme l'armée, qui est quand même enfin une école d'hommes, je sais pas, on peut bien leur faire l'éducation à l'école, mais à 20 ans, à 19 ans, on les enverra à l'armée. Alors si c'est cette image-là qu'on leur donne, je ne suis pas très très sûre que tout concorde. Il me semble qu'on doit continuer et puis aller un peu plus loin. Tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres témoignages aussi, peut-être Sylvie Hersever ou Marianne Vank. Il y a une chose qui m'a frappée dans la discussion ici, aussi dans ce qu'a dit Daniel Carlin quand il a introduit l'émission. Il a dit on était une équipe d'hommes, bon, c'est un élément qu'il faut donner. Maître Critin a dit en tant qu'homme, je ne peux pas vraiment parler du viol, il n'y a que les femmes qui peuvent vraiment dire. Je ne suis pas persuadée, je crois qu'un des éléments qui permettrait peut-être aussi de faire avancer les choses, ce serait que les hommes acceptent de mener eux aussi la réflexion sur le viol, pas en s'interrogeant avec culpabilité sur la souffrance de la femme, mais en s'interrogeant sur eux-mêmes. C'est d'ailleurs strictement la raison pour laquelle on s'était posé la question de savoir si ce soir nous n'invitions que des femmes. Le bruit avait couru que nous n'inviterions que des femmes et nous avons tenu absolument à que ça se présente autrement. Je veux dire, ça correspond exactement à ce que vous êtes en train de dire. Peut-être Marianne Vank aussi, vous voulez ajouter quelque chose peut-être par rapport à ce que vous venez de voir, d'entendre? Moi, je voulais faire une remarque générale, c'est-à-dire que j'ai été un petit peu déçue
que Daniel Carlin ne demande pas davantage aux femmes pourquoi elles refusaient d'apparaître à visage découvert. Parce qu'il me semble que là, on aurait eu aussi l'introduction à une discussion qui était importante et qu'on n'a pas eu finalement. Vous avez admis ça comme un fait, c'est évident, c'est clair. Bien sûr, personne ne va accepter de témoigner à visage découvert. Or, je crois que pour faire bouger les choses, il faudra bien que des femmes acceptent de témoigner et de ne plus avoir, que les premières commencent à ne plus avoir honte d'en parler publiquement. Je n'ai pas accepté si facilement. Il y a un moment où je suis allé voir mes producteurs en leur disant, comme aucune femme ne veut témoigner, je me demande si je vais tourner. Je peux vous garantir que j'ai lutté pendant 3 semaines de préparation pour obtenir un témoignage à visage découvert. Ah oui, mais ça n'apparaissait pas dans le reportage. Non, mais je veux dire, c'est vraiment parce que je crois qu'à l'heure actuelle en Suisse, il n'est pas possible de faire autrement. Je pense qu'en France, c'est pareil d'ailleurs. Et je crois qu'aussi une autre chose qui était importante, semble-t-il, en tout cas pour nous, c'est qu'il convenait ce soir de privilégier au maximum l'explication de ce qu'elles avaient vécu. Et la chose la principale, selon nous, c'était à la fois ce qu'elles avaient vécu avant, pendant et surtout après, cette souffrance qui s'est exprimée, je crois, tout le long des témoignages. Cette souffrance qui est difficile à oublier, je veux dire, quelque part, il y a quelque chose de brisé, et semble-t-il de définitivement brisé, même auprès de celles, nous les avons vues, nous, à visage découvert, ensuite à visage truqué. Daniel les a rencontrées, je crois qu'il y a, même pour celles qui paraissent s'en sortir le mieux, il y a tout de même des traces indélébiles. Je crois que Catherine Inger, vous vouliez dire quelque chose. Oui, c'est vrai ce que dit Marianne Wenck, qu'on souhaiterait en effet les voir à visage découvert, mais pour cela, à supposer que ce ne soit pas une utopie à tout jamais, il faudrait faire un autre temps présent qui montre la société pourquoi elle ne se montre pas à visage découvert. Parce que le viol, bon, il y a le problème de la violée, du violeur, et puis il y a tout l'appareil derrière. Et ça, c'est un second sujet qu'il faudra, ou qu'il faudrait en tout cas, bien aborder, sinon ce soir, du moins une autre fois. Juste avant de vous passer la parole, c'était aussi la question que nous étions posée, nous, en nous disant finalement, dans un lieu qui se voudrait plutôt libéral, disons certains secteurs de la télévision, les milieux judiciaires, le milieu médical ou d'autres, est-ce que finalement, si dans ce milieu-là, une personne est victime de ça, commence à le raconter, jusqu'à quand sera-t-elle prise en considération? À quel moment cela sera dévoyé, si vous voulez, d'une certaine manière? Oui. Je crois que vous vouliez réagir. Non, il y a 2 choses qui me paraissent essentielles. D'abord, c'est qu'il faudra faire l'éducation des hommes, puisque c'est d'eux qu'il est question, mais aussi de ceux qui giflent leur femme parce qu'elle s'est fait violer. Et puis la deuxième chose qu'il faut essayer de laquelle qui acceptent ça. Oui, absolument. Mais la deuxième chose dont il faudrait essayer de s'imprégner, c'est que je suis très frappé par une partie du ton de ce débat de ce soir qui répercute des échos que j'ai de certaines audiences judiciaires. J'ai l'impression que ce problème du viol, qui est un problème d'abord d'un agresseur, comme il y en a d'autres, face à une victime malheureuse et désignée par son sexe, mais tout de même une victime comme il y en a d'autres, tourne un peu à la culpabilisation systématique de l'agent masculine, alors que le docteur Abraham l'a dit tout à l'heure, tous les hommes ne sont pas des violeurs, et tourne aussi un peu à la guerre des femmes contre l'ensemble de l'agent masculine. Alors de la part d'une victime, que cette indignation s'étende à l'ensemble du genre humain même, c'est une indignation normale. Que le support de l'action pour les femmes violées tende à se traduire sous une forme de guerre des sexes, cela me paraît très dangereux. Non, je crois qu'il y a une réponse immédiate de Madame Félix, Mademoiselle Félix. C'est évident. Je pense que s'il y a guerre des sexes, je m'excuse, c'est pas nous qui l'avons déclaré. Hein. Je lui répondrai aussi sèchement que ça. Et par ailleurs, bon, il y a un certain ton qui est donné dans certaines audiences judiciaires, c'est possible, comme il y a un certain ton qui est donné dans certains commissariats de police, comme il y a un certain ton donné dans les écoles, etc., etc. J'entends, c'est aussi une réalité. J'entends, c'est vrai que tout ce problème du viol remet quand même un problème, il me semble, beaucoup plus global sur la table, c'est la place de la femme dans la société. À quoi elle sert? Bon, je suis tout à fait d'accord que Victor, la brute épaisse, est peut-être une exception ou la caricature. Enfin, il dit un certain nombre de choses. Il les dit très crûment, mais que je pense quand même, beaucoup pensent. Moi, si je l'ai gardé, c'est que je ne le trouve pas caricatural non, du tout. mais j'entends la manière dont il le dit, je oui, l'admets. Mais j'entends, c'est quand même une position qui existe très fortement. Et c'est vrai que ce que Francine Genoli soulignait tout à l'heure, l'histoire des femmes cibles, est quand même très révélatrice. Je crois que le l'armée, c'est pas n'importe quoi. Alors, justifier un tel acte, et il y en a eu d'autres. Il y a eu les femmes cibles, et il y a eu l'enquête sur les sommelières. C'est quand même aussi créer un terrain favorable pour ce type d'agression
et défavorable pour la femme qui ensuite devra se défendre de cette agression. Je crois que Dr Bugnion voulait réagir. Je voulais te dire, parce que, un mot, parce que j'ai vécu dans des classes des situations un peu de ce genre. Nous allons passer 2 heures dans une classe et nous revenons 15 jours après. Et il y avait dans une classe un garçon qui était vraiment Victor en plus jeune et qui disait « je me les appuie, j'ai celle que je veux », etc. Et qui avait ce discours en disant « si elle rouspète, c'est la claque ». Mais absolument. Et bon, c'était très difficile parce qu'il y avait évidemment ce côté caïd, leader extraordinaire. Il prenait tout le temps la parole et les autres n'osaient pas parler, en particulier les filles. Et alors pendant 2 heures, nous avons essayé de donner la parole aux filles. Elles ont pu la voir. Et puis il a écouté avec l'air narquois et l'air de trouver ça un peu rigolo. Mais chose étonnante, enfin, je l'ai tout de même vécu pour pouvoir le rapporter, 15 jours après, il est venu tout pensif en disant « c'est quand même rigolo ». Je vais rapporter les termes de ce garçon. C'était à l'époque où il y avait des mini-jupes. Je ne bande plus en voyant des mini-jupes et je me demande si je ne pourrais pas trouver une fille qui m'aime. Donc après qu'il ait pu exprimer ces choses et entendre la voix de ses camarades de classe, notez qu'en particulier, il proposait l'institution des bordels. Et il disait qu'il fallait qu'il y ait des femmes qui soient là pour ça, etc. Et vous voyez, la discussion absolument terrible, qui était mal supportée par un certain nombre de gens, qui nous a été imputée comme une chose extrêmement grave, enfin, parce qu'on a employé un mauvais langage. Mais moi, j'ai l'impression que là, peut-être, on a fait un peu de prévention. Docteur Abraham, peut-être à la suite de ce témoignage. Oui, n'est-ce pas, c'est déjà le commencement de la thérapie radicale, je dirais, c'est la déstructuration du rôle. Parce que derrière ce rôle qui est joué peut-être avec la maestria ou bien moins bien, n'est-ce pas, il y a peut-être de l'insécurité, il y a tout un autre personnage qui va ressortir. Donc, l'atteinte au rôle rigide, ça me semble la première fois, en tout cas c'est ça que nous faisons en sexologie, et il faut se débarrasser d'abord de ce rôle rigide si on veut faire quelque chose. Et les violeurs, j'y reviens, il est victime en partie de ce rôle. C'est tout à fait l'impression qu'on a quand on les entend, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de gens très solides, mais au contraire de gens fragiles qui jouent un rôle d'homme parce qu'ils s'imaginent que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et comme ils n'ont pas les moyens peut-être dans la vie ou dans la société de le jouer, ils le jouent avec les femmes qui pour eux sont des êtres faibles, et puis en plus ils leur font peur en mettant des cagoules, mais en fait c'est un problème de domination et de puissance. Pourquoi? Parce qu'en eux, est-ce que c'est la société qui leur a insufflé ça avec le lait de leur mère? Ce sont des êtres puissants qui doivent dominer. Et comme ils ne se sentent pas dominés quelque part, il faut qu'ils dominent ailleurs. Moi je pense qu'il y a un problème là disons, d'éducation peut-être, disons, au sens le plus large du terme, mais... Sylvie Arsever, dans le même sens, moi j'ai été frappée du fait que les deux hommes qu'on a entendus témoigner ce soir donnaient l'impression quelque part, bon pour un c'était assez clair, pour l'autre ça l'était peut-être moins, que peut-être quelque part ils avaient souhaité être traités comme ils avaient traité les femmes qu'ils avaient violées. J'aurais aimé interroger le professeur Abraham là-dessus, savoir ce que lui en pense. Je voulais simplement dire un mot par rapport à la question que vous avez posée. C'est que tout à l'heure, quand vous disiez il n'y a pas de constante, j'ai quand même été extrêmement frappé, c'est la suite de votre question. Moi, j'en ai rencontré une dizaine, n'est-ce pas, en prison ou libre, d'hommes condamnés pour viol. Sur ces 10, d'abord, il y en a 9 qui sont les enfants de couples séparés très tôt, avec une image totalement dévalorisée du père. Alors, je ne vais pas faire une statistique à partir de 10 personnes, c'est quand même assez frappant. D'autre part, cette dimension d'homosexualité latente est très violemment refoulée. C'est bien clair quand Victor dit les violeurs, on devrait leur faire subir la même chose. C'est un fantasme homosexuel qui se dit. Et ces fantasmes homosexuels, j'en ai rencontré aussi dans la majorité des violeurs. Une espèce de haine des femmes, d'une violence comme ça, et qui avait cette double origine politique et homosexuelle. Il me semble que c'est quand même une constante, ça. Professeur Abraham. Je suis d'accord qu'il y a de cela, mais vous voyez, on ne peut pas quand même psychanalyser tous les violeurs, ça c'est impossible, mais on peut agir sur la société justement pour modifier quelque chose, parce que moi je crois que l'histoire personnelle du violeur, chacun en a une, va se greffer sur quelque chose qui est fourni aussi par la culture, et c'est là qu'il faut peut-être commencer à attaquer, disons, au point de vue thérapeutique. Et après que le violeur, se sentant coupable, s'identifie avec la victime, ça c'est quelque chose qu'on voit, disons, assez couramment en psychologie. Une dernière intervention, mademoiselle.
Moi, j'ai été frappée par le témoignage de la prostituée. Parce que, vraiment, dans la tête des gens, les prostituées, à elles, vraiment, on imagine que les gens peuvent d'elles, les gens peuvent se dire une fois de plus, une fois de moins. Puis moi, je trouve qu'elle décrit très bien ce qu'elle a ressenti. Enfin, on a touché quelque chose qui lui appartenait à elle. C'est-à-dire qu'elle peut se prostituer 20 fois par jour, mais ça ne sera jamais la même chose que la fois où elle n'a pas choisi, où elle n'a pas décidé. Puis c'est vraiment une atteinte à Une sa question que j'aimerais personne. poser aussi à Myriam Meuvely. Est-ce que vous avez l'impression, vous suivez les affaires depuis longtemps, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent et qu'elles ont quelque chance d'évoluer de manière plutôt favorable? Je veux dire qu'on va quand même un jour pouvoir diffuser une émission de femmes qui s'expriment à visage découvert. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de faire ce genre d'émission. On peut rêver. Non, moi je suis assez pessimiste. Je pense que si les choses évoluent, elles évoluent extrêmement lentement. Sans doute, il est mieux qu'il y ait une émission sur ce sujet-là et de cette qualité-là que pas d'émission du tout. Mais je crois que les structures sont très très solides, que les femmes se comportent, les mères à la maison se comportent encore comme femmes soumises, les pères comme hommes dominateurs et autorisés à la violence, et que ces modèles-là sont perpétués encore très très largement et dans tous les milieux. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de continuer la réflexion à la suite du reportage de Daniel Carlin que nous venons de voir et qui, je pense, aura fait, d'une certaine manière, cette émission d'ailleurs aura fait un peu date. Je vous remercie. J'espère que nous aurons l'occasion, dans d'autres circonstances, et quand même peut-être meilleures, de revenir sur ce thème.